day, all day, all day. Donc, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs à 21h sur le Club United où on part à la rencontre d'entrepreneurs pour parler, on va dire, de thématiques spécifiques liées à l'entrepreneuriat. Et ce soir, on a la chance d'accueillir du coup Maxime Cousin, qui est le CEO de la startup Au Sol, mais aussi président de Canisup et intervenant régulier dans différentes conférences, pardon, excusez-moi. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder un thème assez spécifique et je trouve qui est super intéressant, c'est l'entrepreneuriat au-delà des modes. C'est vrai que ça fait depuis quelques années que l'entrepreneuriat, grâce aux réseaux sociaux, à la digitalisation, est de plus en plus mis en avant. Et aujourd'hui, on va bien revoir un peu le pourquoi on entreprend, pourquoi on veut créer des solutions. Et du coup, on s'est dit qu'on allait inviter Maxime Cousin. Donc, du coup, je vais les laisser se présenter rapidement. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, je te laisse la parole. Ouais, avec grand plaisir. Déjà, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être tous là, même si je ne sais pas exactement qui y a. Merci d'être là. Pour faire très bref, du coup, comme l'a expliqué Axel, je dirige une entreprise qui s'appelle Au Sol, qui est mon projet principal, même si j'ai d'autres projets à côté, dans lequel on développe des systèmes pour apporter de l'énergie en mobilité. Ça a commencé par les ONG, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, on s'adresse à différents marchés, donc ONG, défense, mais aussi les marchés des corporates, des digital nomades, etc. On a aussi une branche spatiale dans laquelle on développe des systèmes de déploiement de panneaux solaires pour satellites. Et puis après, d'autres petites activités à droite à gauche, mais ça reste l'activité principale. Et pour revenir sur le background, à l'origine, j'ai fait une école d'ingénieur dont je n'utilise absolument rien. Et puis après, j'ai fait une école de commerce avec le diplôme étudiant entrepreneur avec l'IAE, donc histoire d'avoir quelques bases en commerce. Mais comme vous pouvez le savoir si vous êtes régulièrement avec Jean-Pierre et Axel, même si on apprend beaucoup de choses dans les écoles, la majeure partie des choses importantes, on les apprend sur le terrain. Donc ça s'est surtout fait à base de mentoring et de personnes qu'on a rencontrées qui nous ont aidés, dont Axel, dont Pierre et dont beaucoup de gens Ok, inspirants autour de nous. génial, merci beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que comment ça a démarré Au Sol, c'est-à-dire comment t'es venu l'idée, comment ça s'est embriqué. Ouais, alors au sol, ça a démarré de façon assez organique en fait. Faut savoir que ça a pas vraiment démarré à l'origine de mon fait. À l'origine, j'étais encore en école d'ingénieur quand mes deux associés, Idriss et Enrique, ont remporté un concours de transfert de technologie qui était organisé par l'Agence spatiale française, où l'idée c'était de transposer des brevets spatiaux et des applications terrestres. Et puis, on a remporté, ils ont remporté le concours, ils ont eu l'idée de monter quelque chose qui avait attrait à des valeurs humaines avant l'argent, on va dire. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose pour les ONG, etc. Ils cherchaient quelqu'un pour les accompagner sur la partie ingénierie. Moi, j'avais besoin de faire un stage, donc ça a bien fité. D'un point de vue humain, ça a beaucoup fité. Donc, on s'est dit, ok, moi, je vais faire un stage avec eux. Donc, j'ai commencé au balbutiement du projet, on va dire, en tant que stagiaire, Ah oui. ingénieur aussi. Très, très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'on fonctionnait très bien ensemble. Donc, on a fait un gros travail au début aussi de faire des tests de personnalité, apprendre comment chacun fonctionnait pour être sûr qu'on soit aligné en termes de valeurs, qu'on soit aligné en termes de mode de fonctionnement, mais surtout qu'on sache travailler les uns avec les autres. Et puis, de façon organique, on s'est rendu compte que j'avais apporté beaucoup dans la vision que les garçons avaient, etc. Et en fait, on a redéfini très vite les bases d'un nouveau projet qui est devenu Au Sol, dans lequel j'ai pris un rôle qui était bien différent de celui de mon rôle d'origine, qui était d'ingénierie, et j'ai repris la direction de l'entreprise. Pas parce que j'étais le meilleur ou quoi que ce soit, parce que ça n'a vraiment pas attrait à ça, mais c'était juste parce que j'avais une appétence pour certaines choses qui étaient plus clés à certains endroits. Et j'avais par exemple Idriss, qui est juste extraordinaire en technique et qui était beaucoup plus épanoui là-dedans. Donc ça a été vraiment intéressant, ça a été vraiment une histoire de d'abord remettre les bases de qui on est en tant que personne, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les valeurs, est-ce qu'on est aligné. Et je pense que le mot alignement, il reviendra beaucoup ce soir. Et deuxièmement, c'est justement, quelle est la vision vers laquelle on veut aller en fait. Et une fois que tout ça, ça a été mis en place,
ça a été super facile de retirer l'ego de la chose et de se dire, OK, bah, qui est le plus à même de faire telle chose et qui est le plus à même de faire telle chose. Globalement, ça s'est vraiment fait comme Ok, ça. bah, ouais, on va en reparler de Lego, mais c'est vrai que c'est super atypique quand même parce que tu es, arrivé en tant que stagiaire et aujourd'hui tu es dirigeant de cette entreprise. Enfin, on n'entend pas souvent cette histoire. Et comme quoi, hein. Et du coup, enfin, quand toi, tu étais dans ton école d'ingénieur, etc., tu avais cette envie d'entreprendre ou ça a été vraiment par effet rebond, effet ricochet, ça s'est fait de manière naturelle? Mais alors, franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à entreprendre très, 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 très tôt. Dès Ouais, mes 14 ans, je commençais à monter des petites choses qui étaient bah, de façon très sur le côté, comme on est beaucoup probablement à l'avoir fait pour essayer d'avoir un peu d'argent de poste pour aller ouais. faire des petits avec les copains. Vraiment commencé comme ça. Après, un petit peu plus tard, je suis devenu DJ. Donc, du coup, bah, je gérais mes dates, je gérais à peu près tout. Donc, c'était une forme d'entrepreneuriat, même si ça n'était pas en tant que tel. Et puis, l'école est arrivée et j'avoue que même si j'avais un esprit foncièrement entrepreneur à l'origine, l'école, ça a un peu changé ma façon de voir les choses. Ça a probablement fait sortir des insécurités, etc. Et ça a fait que momentanément, je me disais, ah ouais, peut-être un peu de confort, aller chez Airbus, Ouais. EDF, ça va être là, je vais pouvoir gagner un bon salaire, mais en même temps, j'aurai de la sécurité. Donc, ça a un peu changé mon mindset pendant un moment. Et puis, il se trouve que d'un point de vue études, j'ai toujours eu des problématiques dans le sens où j'étais relativement bon partout. J'étais pas excellent dans une chose, mais j'avais pas un 19 en maths et un 4 ailleurs. Du coup, ça faisait que il y avait tout qui me plaisait et je savais pas vraiment où aller. Du coup, j'avais un peu de mal à identifier est-ce que je voulais monter un projet, est-ce que je voulais travailler pour une grosse boîte, est-ce que je voulais faire vétérinaire ou kiné ou Ouais, ingénieur c'était flou, quoi. et du coup, bah, je t'avoue que ça s'est joué un peu à pile ou face. Enfin, ça s'est joué vraiment à pile ou face. Un jour, on s'est dit, je sais pas quoi faire. Donc, on a écrit sur des bouts de papier, je veux faire tel job, ou tel job, ou tel job, ou telle école, ou machin. Et puis, je l'ai tiré parce que je me suis dit, dans tous les cas, tout me tente, donc je sais pas. Et ça s'est fait comme ça. Et à l'origine, j'avais prévu de faire un PhD. Donc, je suis parti à l'étranger faire mes études en Australie. Je me suis retrouvé dans un laboratoire de recherche qui était vraiment, vraiment excellent avec des très belles personnes, des très beaux projets. Et du coup, à la base, je voulais faire un PhD. Et au moment de devoir me lancer là-dedans, je me suis rendu compte que ça ne résonnait pas du tout avec moi. C'était pas du tout aligné avec ma vision de vie et puis la personne que j'étais, qui avait besoin d'une stimulation constante, qui aimait changer tout le temps de choses, de Ouais. boulot, d'environnement, etc. Et c'est là où je me suis plus ou moins réaligné avec moi-même en me disant non, mais j'ai toujours été dans cette démarche un peu entrepreneuriale de toucher à tout, différents domaines, etc. Donc, c'est pas possible en fait que j'aille me mettre dans ce domaine-là qui ne me correspond pas nécessairement, dans lequel je sais que je ne vais pas être épanoui. Du coup, c'est là que je me suis dit, bah, en fin d'études, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à regarder des choses qui n'étaient pas du tout des grands groupes. J'avais vraiment cette vision aussi beaucoup humaine. Donc, je me suis dit, bah, franchement, tant qu'à faire, c'est qu'une ONG, je vais faire quelque chose, mais quelque chose qui va me remplir humainement avant juste un travail que je vais exécuter au jour le jour en me disant tous les Ouais. lundis, ouais, super, je vais au Un boulot vrai et je vais sens, quoi, faire en ça. quête de sens, quoi. Bah, clairement, enfin, ça a été un gros travail en mode développement personnel pour me reposer les questions de OK, qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les choses importantes pour moi? Quelles sont les choses que je ne supporterais pas d'avoir tous les jours dans ma vie? Et ça s'est fait en fait relativement facilement. Et puis j'ai eu la chance de tomber bah, du coup sur Idrissa Enrique, mes assos. Et puis enfin, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur des personnes qui étaient vraiment alignées avec moi et qui avaient aussi réussi à enlever cet ego de côté pour qu'on puisse naviguer ça et qu'on puisse évoluer de la façon la plus résonante avec chacun, parce que j'aurais pu très bien tomber sur des personnes qui m'auraient dit non, non, mais toi, t'es stagiaire, ferme ta Bah, c'est gueule, vrai tu fais que ça comme ouais, ça. moi, ça m'intéresse d'aller un peu plus dans le détail, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, parce que quand on regarde un peu de l'extérieur, ou même quand on démarre, on va dire, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que la posture de CEO, de président, ça a toujours voilà, ce mot-là, et c'est un peu ce que les gens vont rechercher en premier lieu, alors qu'au final, enfin, tu l'as dit, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement, et c'était plutôt par, on va dire, compétence, justement. On parlait la dernière fois de s'associer avec les bonnes personnes en fonction des compétences, etc. Et du coup, est-ce que tu peux un peu plus détailler à quel moment vous êtes rendu compte dans la boîte, comment ça s'est fait, la période de Ouais, transition? tout à fait. Bah, faut savoir que vraiment, dès le début,
début de l'entreprise, bon, déjà sur le côté, enfin, tu le sais, et, certaines personnes proches de moi le savent, je suis passionné de développement personnel et du coup, j'avais des travail sur moi pour essayer de me comprendre, etc. Et Enrique est un peu dans cette dynamique. Et du coup, très vite, on s'est dit, bon, bah, ok, les gars, enfin, s'associer, c'est clairement comme, c'est pire qu'un mariage, quoi. On va se voir 10 Mm. heures par jour, tous les jours, pratiquement tous les jours de notre vie pendant au moins un petit moment. Donc, notre histoire, elle va être intimement liée. Et si il faut travailler dans un mariage, il faut aussi travailler dans un contexte de partenaire professionnel parce que il y a des challenges même peut-être plus importants qui vont se mettre en jeu parce qu'on va parler d'argent, on va parler Mm. de challenge, il va y avoir des moments ultra stressants, ultra compliqués. Et si on n'est pas aligné avec les gens dès le début, c'est compliqué. Donc, dès le début, on s'est dit, bon, bah, OK, qu'est-ce qui est important pour toi? Où tu veux aller? Qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? S'il y a quelqu'un qui arrive, il nous dit, bah, tiens, je vous file 15 millions, je pars avec la boîte. Enfin, des questions Mm. qu'il faut se poser, en fait, pour être sûr dès le début qu'on va plus ou moins dans la même direction. Parce que sinon, après, avec le temps, on peut arriver à des grosses problématiques. On a beaucoup fait de tests de personnalité aussi, non pas que ce soit une science exacte, mais c'est quand même une bonne façon d'identifier certains points, certains modes de fonctionnement. Donc, ça nous a aussi aidé à comprendre, par exemple, je sais que j'ai Idriss et Enrique. J'ai Enrique qui est introverti, qui est très Mm. réfléchi. Et à l'autre côté, j'ai Idriss qui est hyper extraverti et qui est beaucoup moins organisé et beaucoup plus chaotique, ce qui fait qu'il est aussi Ouais. beaucoup plus créatif. Mais du coup, je n'ai jamais parlé de la même façon aux deux. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais identifié relativement vite si on n'avait pas fait cet effort-là de se comprendre en tant que personne avant même de Ouais, parler projet, c'est etc. intéressant. Et enfin, Donc, du coup, vous, ça, vous l'avez fait dans le socle, je veux dire, parce que t'es jeune, tu es toujours, mais je veux dire, comment vous avez eu ce réflexe? Parce que c'est vrai que dans la plupart des histoires, quand on commence à entreprendre, qu'on est un peu jeune, on est un peu foufou, et c'est vrai que c'est peut-être les choses qu'on va pas forcément mettre en avant dès le départ, et justement, on s'en rend compte, l'erreur arrive 1 an, 2 ans, 3 ans après. Comment vous avez eu ce réflexe, on va dire, Euh, bah, je t'avoue qu'à la base, ce réflexe, il m'est venu deux choses. Il est venu du constat que le fait de s'associer à des gens, c'était relativement proche d'un couple. Et j'ai eu une relation de couple à ce moment-là qui était relativement déséquilibrée, on va dire. Ok. Je me suis rendu compte que ce genre de questions-là, c'est des questions que je ne m'étais pas du tout posées avec la femme qui partageait ma vie à ce moment-là. Et du coup, la relation a évolué dans un sens et je me suis dit, OK, c'est des questions que j'aurais dû me poser au début. Et quand on s'est rendu compte et qu'on s'est fait la réflexion hyper consciente de se dire, non, mais les gars, en fait, c'est presque comme si on se mariait, quoi. Et on s'est dit, mais du coup, il y a des questions à se poser. Et dès le début, il y a des bonnes questions à se poser, histoire de faire en sorte qu'on évite les gros clashs dans quelques mois. Du coup, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'à un moment, il y a dû avoir une petite friction, une incompréhension. Je ne sais pas, peut-être que j'ai dû dire quelque chose qui a braqué quelqu'un ou autre. Une chose qui pour moi était totalement fluide et sans problème et que la personne n'a pas pris du tout de la bonne façon. Mm. Et du coup, ça a posé une problématique et on s'est dit, mais pourquoi cette chose qui en soi n'est pas du tout grave a pu mettre un froid pendant un moment. Et on en a parlé, on s'est dit, bon, bah, venez, on fait ça, quoi, parce que dans tous les cas, si un jour on doit lever des fonds, si un jour on doit continuer cette aventure ensemble, il va y avoir des problématiques. Donc, autant faire en sorte que dès le début, on sache plus ou moins ce qui est important, comment il faut te parler, comment t'aimes travailler, parce qu'il y en a qui aiment travailler seul, il y en a qui aiment beaucoup collaborer, etc. Donc, ça a été vraiment un travail sur ça relativement tôt, je dirais, pour anticiper des problèmes qu'on a pu voir dans nos vies personnelles au début. Ouais, Et tu l'as transposé dans ta manière de gérer ouais, l'entreprise exactement. et dans ton activité, quoi. Il y a énormément de choses que tu peux transposer de la façon de gérer un couple ou même de la relation homme-femme, homme-homme ou femme-femme, enfin, Mm. de la relation humaine, parce que le business, avant tout, ça reste une relation humaine. Et si tu arrives à identifier quels sont les points bloquants dans la plupart des relations que tu as, tu te dis que ce sera plus ou moins les mêmes choses qui reviendront généralement avec tes associés. Ouais, tout Et, à fait. et un Mm. peu dans l'introspection, tu vas te rendre compte que tu as des schémas qui reviennent relativement souvent. Et ces schémas-là, c'est des schémas qui peuvent être bloquants. Donc, une fois que tu les as analysés, tu es capable aussi, si tu es ouvert d'esprit, de dire aux autres, bah voilà, moi, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème d'ego, par exemple, ou j'ai un problème de peur de l'abandon, ou j'ai peur de ne pas avoir de stabilité. Et du coup, je suis trop attaché à l'argent. Ouais, enfin, c'est des choses qui peuvent être bêtes, mais quand on est capable de le dire à l'autre, ça aide beaucoup aussi dans la communication de se Ouais. dire, OK,
il y a un problème qui émerge, en face, elle sait que ce n'est pas relatif à elle, c'est beaucoup plus relatif à un trauma interne et du coup, ça permet de naviguer la chose beaucoup plus facilement. Oui, bah voilà, tu prends du temps en fait à poser les bases, mais c'est vrai qu'après, tu en gagnes considérablement parce que du coup, ça facilite la relation et tout est posé en fait. Donc c'est. Ouais, exactement. Et surtout, ça crée vraiment un climat de confiance dès le début parce que la Mm. confiance ne peut exister que dans le cas où tu as une bienveillance des deux côtés, mais surtout où tu as une ouverture. À partir du moment où tu t'ouvres à l'autre et que tu as la confiance de me dire, OK, bah, je te fais part de choses qui sont importantes pour moi, qui peuvent être problématiques, etc. Direct, la relation avec les personnes, elle change, elle est beaucoup plus intime, elle est beaucoup plus liée. Et c'est un peu vous deux, vous trois, enfin tes associés contre tous les problèmes qui vont arriver. Ouais, ouais. Et une bataille entre eux, quoi, parce que dans tous les cas, enfin souvent dans les boîtes, dès le début, on parle d'histoire de part, de machin, d'égalité. Alors, je pense que c'est un débat qui n'a pas forcément lieu d'être, à moins qu'il y ait des grosses problématiques financières à l'origine. Tout simplement parce qu'au final, on s'en fout qu'il y en ait un qui est 55% et l'autre qui est 45, etc. Enfin, en tant qu'un tout, vous soyez unis, parce que le jour où on va lever des fonds, on s'en foutra de qui a quoi. L'idée, c'est que les founders, entre eux, ce soit comme un tout uni, qui soit Ouais. majoritaire, qui puisse prendre des Mm. décisions, et que ce soit ce noyau dur qui reste soudé. Mm, mm. Ouais. Très intéressant, merci pour ce partage, je pense qu'il est vachement valorisant. Et c'est vrai que souvent on entend des histoires, bah, c'est des histoires d'ego, quoi. Qui est le président, qui a le plus de parts, etc. Mais enfin, c'est cette unification au final qui fait avancer la boîte. Et du coup, merci pour ce partage. Ouais, Et moi, je voulais un peu aussi revenir sur du coup, la vision de Hossol, en fait. Pourquoi cette activité, pourquoi ce produit, où tu veux aller avec ça. ok. Bah, en fait, la vision, elle était relativement. Elle a évolué. Alors, c'est rigolo, c'est que la vision a évolué en fonction de justement cette analyse qu'on a fait en tant que personne. Mais la vision de base, c'était de se dire, bah, on a fait les choses différemment d'une entreprise classique. Si tu veux, c'est que dans beaucoup de cas d'entrepreneuriat, le cas d'école, c'est tu as une compétence sur un certain marché, je sais pas, le marketing, la finance, etc. Tu vois une opportunité marché, il se passe quelque chose à un moment dans le temps où tu te dis, waouh, il y a un alignement de planètes, ça me chauffe. Là, il y a quelque chose à faire, je vais gagner de l'argent, je vais faire quelque chose. Pour certains, ça s'en reste à là. Pour d'autres, la réflexion suivante, ce sera, je vais créer de la valeur pour des gens, c'est cool. C'est une façon de voir les choses qui n'est pas du tout critiquable, hein. Chacun fait les choses comme il le sent. Pour nous, le schéma, il a été un peu inverse. C'est qu'on s'est dit, nous, on veut arriver quelque part, mais on ne sait pas exactement comment on veut y arriver, mais on va trouver des moyens d'y arriver. Donc, ça a été un peu une réflexion inverse en se disant, bah, on aime l'ingénierie, on est cible aux problématiques environnementales, énergétiques. À ce moment-là, il venait d'y avoir des tremblements de terre au Népal où il y avait énormément de gens qui étaient morts. Les médecins avaient eu des grosses problématiques pour soigner les gens parce qu'il y avait un problème d'accès à l'énergie. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les ONG, majoritairement, ils utilisent des groupes électrogènes. Et groupe électrogène dit pollution, mais dit surtout c'est très lourd, c'est encombrant, il faut amener de l'essence. Quand tu es dans des zones un peu problématiques où il y a des zones de conflit, passer des frontières ou les contrôles avec des produits inflammables, c'est pas facile. Donc voilà, il y a toute une problématique logistique qui faisait en sorte que les médecins qui devaient sauver des gens, qui travaillaient je ne sais pas combien d'heures et qui ne dormaient pas, qui se privaient de leur famille parce qu'ils avaient cette volonté humaine d'aider des gens, au final, ils étaient dans une problématique hyper absurde, c'est qu'ils ne pouvaient même pas bien le faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens en place pour le faire. Et on a discuté avec des ONG, etc. Et très vite, on s'est dit, non, mais on veut apporter des solutions à ces gens-là pour faire en sorte qu'un médecin qui doit sauver des gens, il puisse sauver des gens et ne soit pas là en train de galérer à faire des branchements avec des panneaux solaires ou à le calculer, ou alors avec des groupes électrogènes qui fonctionnent une fois sur deux et qu'il faut faire de la maintenance très, très régulièrement. Donc, ça a été vraiment le schéma inverse de se dire, OK, nous, on veut aider des gens, on veut avoir cette vision humaine. Bah, la première step qu'on va faire, c'est ça. Ouais. Au final, parce que ça, c'était notre réflexion Oui. naïf, si je peux dire. Et puis en plus, Après, on c'est a vrai que c'est utopique de penser que ta vision elle va rester on la raconte même dès le premier jour. Quoi. jamais, on le sait. Et puis, c'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'il y avait une personne qui en a parlé récemment des pivots. Et puis, on sait qu'une entreprise va pivoter et au cours de toute sa route, elle va pivoter. Et ce n'est pas du tout un problème. Et déjà, c'est là où il faut réussir à l'enlever l'ego. C'est que on a généralement un attachement à son produit, mais si on a une vision forte et quelque part où on veut aller, globalement, l'attachement au produit, on peut le perdre parce que le produit, ce n'est pas la pièce phare de l'entreprise. Le produit, c'est juste un moyen d'aller chercher une vision. Et s'il y a un produit qui est beaucoup plus adapté, bah, tant pis, on change de produit parce que ce qui compte, c'est la vision, c'est pas le produit.
Donc déjà, c'est un peu un shift à avoir dans le mindset, de se dire que le produit, globalement, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est aller à un endroit et il y aura 10 façons différentes d'y arriver, 10 produits différents pour y arriver et c'est pas un problème. Tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui résonne avec nous et qui nous permet d'avancer. Non, mais c'est Euh, vrai, parce que c'était le sujet à la base du coup, de l'intervention. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, on va dire, qui prennent le pas sur des opportunités de marché et qui, voilà, c'est par rapport vraiment à une donnée financière. Donc, comme tu dis, il n'y a vraiment pas de, pas de mal à ça. Mais c'est vrai que je pense que ça change complètement la manière et la vision de voir les choses parce que du coup, tu es parti du problème, tu essayes d'avoir la solution et du coup, ça te donne aussi, tu viens de le dire, beaucoup plus d'agilité sur la manière dont tu vas pouvoir voir les choses, résoudre les problèmes, etc., quoi. Carrément, de toute façon, comme je le disais, nous, on a fait toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. Je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est sexy de dire, de parler de ses réussites, mais on a fait plein d'erreurs. Et attends, le chat qui miaule, c'est pas grave. C'est pas grave si le chat miaule chez nous. C'est juste qu'on a fait un peu d'activité pendant le. Mais du coup, comme je disais, on a fait probablement beaucoup, beaucoup d'erreurs et c'est une bonne chose. Et il faut les documenter, hein, et je suis hyper content de pouvoir parler de nos erreurs parce que si quelqu'un peut éviter de les faire, éviter de Mm. les faire. La première erreur qu'on a fait, c'est l'erreur classique d'ingénieur de se dire on va construire quelque chose, on va développer une techno, super, on a développé notre premier brevet et puis au final, on est allé après essayer de vendre le produit à quelqu'un Ouais. d'autre. Et on s'est rendu compte que vendre le produit à quelqu'un après, c'était relativement compliqué parce qu'on n'avait pas forcément pris en compte les problématiques du marché. Donc, premier conseil de base, d'abord, c'est le marché. Le marché, il a un besoin et on essaie d'y répondre. Donc, on ne refait pas l'erreur. Et du coup, en fait, la deuxième erreur qu'on a fait, qui peut être une erreur, c'est de se dire, OK, notre vision, c'est les ONG, on va absolument bosser avec les ONG. Et tout le monde nous dira, ah, mais les ONG, c'est compliqué, les gars, vous êtes une start-up, vous savez, c'est pas facile, c'est long, ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et nous, on disait, non, mais nous, on veut faire un truc pour les ONG, machin, machin. Et en fin de compte, c'était vrai. Et on a perdu pratiquement un an à essayer de batailler et à pas forcément écouter ce conseil qui avait beaucoup de valeur au final, de se dire, travailler avec les ONG, c'est bien, mais on n'est pas obligé de le faire en premier. Si c'est une vision et si c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qu'on ne perdra pas. Et il y a peut-être d'autres marchés qui sont peut-être même tout autant, voire plus intéressants, qu'on peut servir en premier. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est rendu compte que travailler avec les ONG, c'était compliqué et on a dû s'ouvrir à d'autres marchés. Donc aujourd'hui, par exemple, toutes les transformations de la workplace, dans lesquelles on intègre une partie des technologies qu'on développe qui permettent de faire en sorte d'apporter de l'énergie en mobilité pour les nouveaux modes de travail globalement. Et les choses se sont faites de façon organique et on s'est dit, très bien, ça va nous permettre d'avoir une assise financière, d'avoir une expertise sur certaines technologies qu'on utilisera dans tous les cas avec les ONG pour après atteindre les ONG. Mais on sera capable de le faire de façon beaucoup plus sereine parce qu'on aura l'assise financière pour le faire. On aura fédéré un ensemble de mentors aussi et on aura aussi une expérience sur la création de produits. Donc, globalement, les choses se sont faites comme ça. On a fait des pivots à droite, à gauche, on s'est cherché. Et je pense que la partie la plus intéressante de l'entrepreneuriat, au final, c'est ça. C'est de se dire, on a une vision et puis on va essayer d'aller à droite, à gauche. On va voir ce qui résonne le mieux avec nous, ce qui fonctionne le mieux. On va adapter la façon aussi d'exécuter à notre personnalité. Et les choses, elles vont se faire de façon relativement organique. Après, ça peut ne pas être un problème de voir une opportunité de marché, de se dire, wow, super, je vais pouvoir faire quelque chose, à partir du moment où on arrive à avoir une vision qui est liée. Et c'est pour ça que je pense que dans le monde de l'entreprise, on entend tellement parler de culture, vision, valeur, culture, vision, valeur, parce que souvent, ce n'est pas un travail qui est fait en amont. Et quand il n'est pas fait en amont, ça demande un gros travail en aval pour pouvoir se dire, OK, où est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir, etc. Donc, on peut avoir l'exercice qui est fait après, mais quand on a déjà travaillé, qu'on a développé un ego pour son produit, un attachement à ce qu'on veut faire, une certaine idée, c'est beaucoup plus dur de détricoter la Ouais, chose. non, mais complètement. Et du coup, par rapport à ça, parce que c'est vrai que sur ces modes, on va dire, d'entrepreneuriat, il y en a un aussi où tu peux créer très bien ton entreprise et commencer à générer, on va dire, des premiers clients dès le premier jour. Toi, je suppose que ça n'a pas été ton cas, vu qu'il y a quand même une notion quand même où il y a pas mal d'RD, je suppose. Vous avez quand même mis du temps à développer. Comment ça s'est passé cette phase, on va dire, de l'idée à mettre en place le produit, le cycle de développement, combien de temps ça vous a pris, comment vous avez survécu aussi? Ça peut être, je pense, intéressant pour les Ouais, ça a gens qui nous été écoutent. chaotique.
Si je peux décrire ça avec un mot. Non, ça a été un beau parcours, mais globalement, c'est vrai que déjà, on a une problématique, c'est qu'on a de la R&D. Bon, après, on a une bonne chance, c'est qu'on vit en France. Et il ne faut pas oublier que la France, elle est ultra aidante sur le développement de technologies en France. Enfin, on a quelque chose qu'on a dans très peu de pays, donc il ne faut pas l'oublier, faut le féliciter aussi, parce qu'il y a quand même peu de pays qui aident financièrement les entreprises à développer des technologies. Euh, et l'autre problématique, c'est qu'on est quand même dans du hardware. Il y a probablement beaucoup de gens ici qui font du digital. Et, probablement que les prochains projets dans lesquels je me lancerai seront peut-être un peu plus teintés de digital, un peu moins teintés de hardware, parce que malgré le fait que le hardware soit passionnant et plus inertiel, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est très long pour atteindre le sommet, on va dire, la courbe du produit classique. Et ça redescend aussi beaucoup plus lentement. Donc, on a des cycles beaucoup plus longs. Alors que le hardware, ça monte très vite, mais ça peut redescendre. Le software, pardon, ça monte très vite et ça peut redescendre très vite en parlant d'intérêt, etc. Donc, ce qui fait qu'on est dans du hardware, ça a demandé des gros besoins financiers parce que pour passer de l'idée à un prototype, il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros généralement. Pour passer de ça à un prototype fonctionnel, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros qui peuvent être en jeu. Et après ça, pour tester ce produit, et on parle vraiment de le tester, il faut le faire certifier. Donc, si demain, par exemple, si on reprend l'idée de base, donc en partant du principe qu'on ne s'est pas trompé à aucun endroit et qu'on n'a pas changé d'idée en cours de route, on n'a pas du tout pivoté, le schéma parfait. On dit, je veux faire ça et on fait ça. On va faire un prototype qui va prendre, je ne sais pas, 2 mois jusqu'à 6 mois globalement et quelques dizaines de milliers d'euros. De ce prototype-là, on va faire des petits tests au bureau ou autre en situation très contrôlée. Et puis, on va vouloir passer à une version pré-industrielle qui va coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc, on est déjà sur une assiette financière relativement importante. Et ce produit-là, en fin de chaîne, il est censé être utilisable en conditions réelles. Super. Maintenant, si on veut le tester avec des clients, avant de le vendre, parce que c'est un produit, il y a de l'énergie dedans, il y a de l'électricité, il y a des choses comme ça, il va falloir le faire certifier. Faire en sorte que si la personne s'électrocute avec, ce n'est pas parce que le produit a été mal fabriqué, c'est parce qu'il y a une problématique. Et ça, c'est obligatoire en France, il y a une certification. Pour l'Europe, il y en a une autre pour les États-Unis, il y en a une autre pour la Chine. Une certification, c'est entre 20 et 100 000 euros en fonction de l'organisme avec lequel on l'a fait. Si on la rate, bah, il faut la repasser. Donc, encore une assiette financière derrière. Donc, ça fait une grosse inertie financière. Et ça, c'est sans compter le fait que on a pu se tromper. C'est sans compter le fait non plus qu'entre le prototype et la version pré-série qu'on va vouloir tester, on n'a pas voulu rajouter des choses parce qu'en même temps, on échange avec le marché. Et le marché il continue à nous dire ah, mais ça, ce serait génial. Et puis, vu qu'on est super motivé, on se dit ah, mais il faudrait trop qu'on rajoute cette petite feature parce que ça va changer tout, alors que pas forcément. Ça a été très long, ça prend plusieurs années et généralement, ça prend aussi. Là, en l'occurrence, on vient de lancer une phase de production d'un premier prototype pré-industriel avec des partenaires et ça nous coûte environ 250 000 euros. Et on est jeune, hein, j'ai 25 ans, donc je ne viens pas d'une famille riche. Donc, on a commencé la boîte avec très peu de Du coup, capitaux. ça arrive à ma seconde question. Comment ce prototype, enfin, d'où viennent les financements, enfin, comment... Ça s'est fait de façon hyper organique. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est des concours. On fait partie probablement des entreprises de la région qui ont gagné le plus de concours. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, je veux le préciser, parce que Oui, quand ça on le fait... dit comme ça, sur le deck investisseur, c'est écrit qu'on a gagné 20 concours internationaux, etc. C'est super, c'est sexy, les journalistes, ils aiment bien. Mais en soi, si on a gagné autant de concours, c'est parce qu'on a mis une quantité de temps énorme dans la rédaction de dossiers, etc. Et c'est génial. C'est génial de faire des concours. C'est génial parce que ça apporte une crédibilité, ça apporte beaucoup de choses. Mais très vite, il faut passer au-delà de ça parce qu'en fait, ça prend un temps fou. Et tu te rends compte qu'à la fin, tu fais que faire des concours. Tu fais plus Ouais. du tout ton produit. Tout ce que tu fais, c'est faire des concours. Donc, c'était très bien pour commencer. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que finalement, ça nous détournait complètement notre vision et notre objectif de base. Et puis là, on s'est mis en recherche de subventions, d'aides régionales, d'aides de l'État. Il y a énormément de choses qui existent. Il y a des AMI, ça on en avait déjà probablement parlé, mais c'est vrai que les appels à manifestation d'intérêt, c'est des choses qui des fois permettent de mettre en démonstration des choses et qui sont subventionnées ou payées par des organismes étatiques.
il y a des subventions. Et puis, bon, bien sûr, il y a l'argent que les Ouais. founders Oui, parce mettent qu'en dès le plus, tu es début. dans un secteur qui aujourd'hui, enfin, c'est au cœur des débats, quoi, l'environnement. Et je pense qu'il y a Après, il y a d'autres solutions. Il y a aussi des fois, il y a la co-création. Donc, c'est vrai qu'il y a des grands groupes qui parfois sont intéressés par des opportunités de produits ou autres et qui disent, bah, moi, j'aime bien ce que tu fais, je vais te financer une partie. Ça existe aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Et généralement, il faut aussi se poser la question de où est la propriété intellectuelle. Est-ce qu'ils sont censés avoir une exclusivité sur la chose ou pas? Enfin, il y a quand même des questions un peu structurantes à se poser. Et la dernière chose, c'est les investisseurs. Maintenant, c'est très rare, encore plus en France, Mm. encore plus sur du hardware, de trouver des investisseurs quand le produit n'existe pas. Donc, il y a quand même un investissement de base conséquent à faire avant de pouvoir avoir de Ouais. l'argent Ouais, c'est d'investisseurs vrai qui arrive. qu'alors qu'aux Généralement, États-Unis, enfin, typiquement, c'est quelque chose qui peut être, un investisseur peut financer l'idée à la base, alors que c'est vrai qu'en France, on on a n'entend eu, pas souvent ça, quoi. on a eu le cas, hein, pour te donner les faits. Il y a 2 ans, on est allé au CES à Las Vegas. Donc, le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est le plus grand centre, enfin, le plus grand salon, en gros, de l'électronique et Ouais. des technologies au monde. Vous avez été sélectionné 2 fois en plus, enfin, cette année aussi. Ouais. Ce qui est formidable comme expérience, hein. C'est très, très intéressant à faire. Et du coup, on a eu l'occasion de rencontrer énormément d'investisseurs. On était plus ou moins en train de chercher des fonds en France. Et en France, on pitchait le projet et on nous disait, waouh, mais les gars, vous voulez combien? Vous voulez 800 000 euros, mais c'est énorme, Ouais. c'est pas possible. Mais vous voulez quoi comme valorisation? Et nous, on disait, bah, nous, on a fait des analyses. L'entreprise, elle vaut entre différentes analyses, entre 1,5 million et 3 millions aujourd'hui, globalement. Les gens, ils me disaient, waouh, mais c'est beaucoup trop. On est allé aux États-Unis et on n'a même pas pitché le projet, qu'il y avait déjà des investisseurs qui disaient, OK, 2 millions, 5 millions, je les mets sur la table, il n'y a pas de Ouais. problème. C'est- On pitchait le projet face à des investisseurs qui nous disaient, ouais, mais il n'y a aucun souci. Nous, là, on met 5 millions. Et quand moi, j'allais parler à des investisseurs, c'est ça le pire, c'est que quand je leur disais, je cherche 800 000 euros, ils rigolaient. Ils disaient, non, mais Est-ce que tu fais c'est quoi avec suffisant? Ouais. rien avec 800 000 euros? Et moi, j'étais là, 800 000 euros. Enfin, je parle à quelqu'un qui vit et qui mange des pâtes parce qu'il est entrepreneur et tu lui dis 800 000 euros, c'est rien. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que 800 000 euros en France, on s'en sort avec, mais c'est pas faramineux Ouais. non plus dans Ça du dépend du hardware. marché. Ouais. En France, on s'en sort mieux avec 800 000 euros qu'on s'en sortirait aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a beaucoup plus de frais de marketing, etc. etc. Et puis, c'est intrinsèque. Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais tout ça pour dire que l'écosystème d'investissement en France était quand même beaucoup plus faible qu'il n'était aux États-Unis. Ça commence à changer, hein, ça commence à devenir différent. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas, hein. C'est une bonne chose pour les entrepreneurs. Pour l'économie, c'est peut-être différent, j'en sais rien. Et puis encore, il y a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est qu'on est quand même basé à Cannes et que le 06, malgré que ce soit une région très dynamique pour le tourisme, etc., c'est pas forcément la région la plus porteuse pour les startups, et encore moins pour des startups hardware. Sinon, bah, là, on l'a même vu. Hein. Enfin, là, je discute avec beaucoup de fonds d'investissement, etc., pour une prochaine série dans les années à venir, et tout se passe à Paris. Et il n'y a aucun investisseur qui est de la région. Et donc, c'est encore des problématiques qui se sont mises en place et qui du coup nous ont fait perdre énormément de temps parce que forcément on a un pitch avec un investisseur, il faut préparer les documents, il faut préparer le pitch, il faut aller le pitcher, il faut parler, etc. En fait, pendant pratiquement 6 mois, j'ai passé 6 mois à faire de la levée de fonds. Et, et pour tout à l'heure, en plus, je reviens sur le sujet de CEO, pas CEO. On parlait de compétences. La raison pour laquelle aujourd'hui je suis CEO, c'est probablement parce que je suis le plus à l'aise dans ce genre de contexte pour pitcher face à des investisseurs. Je suis plus à l'aise pour networker, pour créer du lien entre les gens. Et Dieu sait que le réseau, c'est intéressant. Enfin, c'est primordial aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de liens avec des politiques que j'ai tissés au fil du temps pour différentes raisons pour l'entreprise. Et ça a fait en sorte que de façon naturelle, c'était moi qui prenais ce rôle alors que je ne l'avais pas. Le problème, c'est que ça pouvait créer une problématique puisque ces gens-là, qui sont parfois un peu traditionnels en façon de voir les choses, on va dire, s'attendent à parler au CEO. Ils ne veulent pas parler à l'associé, ils veulent parler au CEO. Donc, en fait, les choses se sont fait un peu de façon organique. Mais je sais, par exemple, qu'en finance, si on va parler de chiffres, c'est pas à moi qu'il faut demander, quoi. C'est pas à moi qui suis expert des chiffres et je vais amener Enrique, mon associé, parce que au final, on s'en fout de qui est le CEO. On veut juste qu'en tant qu'équipe, on Ouais. soit capable de Ouais, faire ce que face tu à disais au tout début. Ouais. ça. Donc, c'est juste pour revenir sur cette histoire de compétences que ça s'est aussi axé
de façon, enfin, encore une fois, c'est pas face au marché, mais c'est face aux interlocuteurs en face que tu te rends compte des choses. Ouais. Et enfin, juste pour clore sur la partie investissement, parce que je pense que c'est intéressant, on en a un peu parlé. Quand tu es dans du hardware, tu développes, qu'il y a une grosse phase de R&D, etc., il y a souvent aussi cette problématique qu'on peut voir chez les entrepreneurs qui, du coup, passent énormément de temps à faire des levées de fonds. Du coup, c'est un peu avec l'histoire des concours, du coup, qui sont plus sur la valeur du produit. Mais en même temps, il y a, vu que c'est pas un produit qui est encore commercialisé, cette phase de développement, et tu te dis, si j'arrive pas à cette date, ça va être compliqué. Toi, comment entre guillemets, tu le gères au niveau du temps? Enfin, c'est… Euh, alors, il y a plusieurs dimensions dans ta question, mais Ouais. clairement, ouais, clairement, la peur de se dire est-ce que je vais encore avoir de l'argent à la fin du mois, on l'a vécu, hein, on l'a vécu jusqu'à, honnêtement, pour être à la veille jusqu'au lendemain, et on a l'argent qui est arrivé dans la nuit, quoi, et on ne savait pas si le lendemain il y aurait encore une boîte, si on pourrait payer des gens. Ça a été probablement la phase la plus stressante, et stressante d'un point de vue personnel, même si le point de vue personnel, tu apprends à le manager, parce que tu dis, bon, ça reste une expérience, etc. Le plus stressant, c'est surtout de dire que tu as des gens qui sont avec toi dans l'aventure et que pendant des mois, tu ne peux pas leur dire s'ils auront encore un job, s'ils vont être encore avec toi, s'ils feront partie de l'aventure. Et cette partie-là, ça a été vraiment la partie très compliquée à gérer, de se dire, en fait, on n'a pas de visibilité. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu acceptes de ne pas avoir de visibilité parce que c'est le jeu, ou en Mmh. tout cas d'en avoir moins. Maintenant, de voir face à des gens que tu as réussi à embarquer dans une vision, dans un projet, etc., et de ne pas avoir de visibilité et de devoir leur dire, je suis désolé, mais j'en sais Mmh. rien, c'est très, très, très compliqué. Enfin, moi, la partie la plus compliquée, ça a été ça, ça a été de se dire, tu vas plus ou moins décevoir des gens qui sont avec toi et qui se battent pour Mmh. toi. Enfin, c'est assez complexe. Euh, donc voilà Oui, pour la première dimension. Et la deuxième, clairement, enfin, ça prend un temps fou la levée de fonds. Je te dis, moi, ça a été pratiquement 6 mois à temps plein. On va dire, allez, 70% de mon temps était dédié à faire des pitch decks, pré-pitch, envoyer des mails aux investisseurs, passer des coups de fil. Et puis, une fois qu'on a validé, que tous les investisseurs nous ont dit OK, super, c'est bon, on est d'accord sur les montants, la valorisation de l'entreprise, etc. Il y a eu encore toute une phase de galère avec faire signer les ouais. papiers, se mettre d'accord sur le pacte d'associés, vérifier que la virgule elle est bien au bon endroit parce qu'il y a un tel qui n'est pas d'accord et donc du coup il faut refaire passer par les avocats de tout le monde. Tout ça, c'est une perte de Ouais. temps énorme. C'est pour ça que monter une boîte seule, j'ai un respect énorme pour les gens qui arrivent à le faire. Je serais Ouais. incapable de le faire. Et je ne serais pas capable de faire un dixième de ce qu'on a fait aujourd'hui si je n'avais pas mes associés à côté de moi et si on n'avait pas des mentors qui nous ont aidés et des personnes qui se sont dit, putain, les gars, je vous aime bien, j'aime bien votre énergie, j'aime bien votre vision, je vais vous aider, et qui nous ont dit, qui nous ont donné des conseils parce que tu ne peux pas tout faire. Mmh. Enfin, c'est Mmh. juste fou. Oui, surtout en plus Et que tu sortais d'école, enfin, c'était… c'est Enfin, ça, ouais. Et voilà. puis, généralement, c'est pour ça que tu vas voir que dans des boîtes, généralement, et c'est là où il faut des associés qui savent exactement quelles sont leurs expertises. Souvent, tu vas avoir un CEO et un COO, Mmh. ou alors un CEO et un associé qui va être son bras droit. Et que globalement, pendant un moment, le CEO, il va focus que sur les levées de fonds. Et son taf, c'est de faire du networking, de faire du lobbyisme, de rencontrer des gens, de créer Mmh. du réseau, ce lien avec l'extérieur, pendant que tu vas avoir quelqu'un d'autre Sur qui est son l'opérationnel, quoi. qui ne pourrait pas vivre. L'un et l'autre ne pourraient pas forcément Mmh. fonctionner sans l'autre. C'est pour ça que l'ego, il n'a rien à faire dans cette histoire. De se dire que tu en as un qui va être beaucoup plus opérationnel. Et pendant qu'il y en a un qui essaye de faire les opérations extérieures, fédérer des gens, trouver de l'argent, etc., tu en as un qui est beaucoup plus en train d'exécuter, d'onboarder les gens, de faire les choses, etc. Et Ouais. au début, tu peux à peu près tout faire. Au bout d'un moment, tu peux plus. Et c'est là où il faut vraiment être accord et être hyper complémentaire avec tes associés. Mmh. Ah, ouais. Merci pour le partage, super enrichissant, en tout cas, très intéressant. Et du coup, enfin, tu as soulevé ce point-là, j'aimerais bien rebondir sur la partie réseau. Réseau, parce qu'en plus, toi, tu es voilà, dans une problématique aujourd'hui qui devient assez urgente pour la planète. Enfin, comment tu l'as abordé cette partie? Enfin, ça s'est passé comment ton ficelage à ce niveau-là? Réseau, en fait, ça a vachement évolué. J'ai la chance d'être quand même relativement extraverti de base, donc j'ai pas forcément de problématique à aller parler aux gens. C'est pas trop quelque chose qui est gênant pour moi. C'est que pour quelqu'un qui est introverti, ça peut être vraiment bloquant de se dire faut parler à plein de gens, etc. Enfin, je sais que ça peut être vraiment une grosse demande d'énergie. Donc c'est quelque chose déjà à prendre en compte parce que ça va changer totalement la façon dont tu vas gérer ta façon de networker.
Et moi-même, hein, ça peut m'arriver d'avoir un crash parce que je rencontre trop de monde et ça me prend trop d'énergie. Au bout d'un moment, je suis là, laissez-moi seul, quoi. Alors qu'il y a des gens, tu peux les laisser 5 heures et ils papotent avec tout le monde, etc. Et ça les affecte pas. Donc déjà, ça change la façon de faire. Mais pour ma façon de faire à moi, et je dis bien qu'elle est personnelle, qu'elle n'est pas forcément adaptable à tout le monde, ça a relativement évolué. Au tout début, j'avais fait un peu l'erreur de vouloir parler à tout le monde, de vouloir faire en sorte que tout le monde m'aime, tout le monde aime le projet. Euh, et c'était horrible. Enfin, je n'ai pas honte de le dire que je me sentais très mal de la chose, physiquement presque, en tant que personne. Enfin, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs et avec qui j'étais. Et pareil, ça a été un travail pour comprendre d'où venait le problème. Et c'était juste qu'en fait, ça en devenait faux. Ça devenait parler avec des gens pour parler avec des gens et parler avec des gens par intérêt. Superficiel, quoi. C'est ça, C'est ça, c'est qu'on trouve beaucoup ce qui est dommage, dans les cocktails un peu Ouais. network, les choses, c'est pas évident. Ouais. En plus, c'était encore plus dissonant avec moi parce que c'est quelque chose que je prenais dans ma vie de tous les jours Ouais. en tant que personne. Tu vois, j'étais là en disant, non, il faut être le plus droit, le plus aligné, le plus juste possible. Et j'étais là en mode, mais pourquoi je suis au taf en train de parler à des gens qui me saoulent et à faire des sourires alors que pas du tout, quoi. Même si des fois, on ne va pas tout le temps parler à des gens qui nous intéressent, mais en tout cas, on ne va pas nécessairement non plus tisser de liens Ouais. serrés avec des gens qui ne nous intéressent pas. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Ça m'a vraiment gonflé. Et j'ai rencontré une journaliste avec qui j'ai beaucoup discuté développement personnel, etc. Et une députée et élue qui a un très gros réseau. Et je leur ai dit, mais comment vous faites, quoi? Comment vous faites? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de parler à du monde. J'en peux plus de faire genre, je passe une bonne soirée alors qu'en fait, au bout d'une demi-heure, je craque. Et en fait, les deux m'ont dit, mais en fait, c'est juste une histoire de est-ce que tu as vraiment envie de passer un moment avec ces gens-là? Si tu n'as pas envie de passer un moment avec ces gens-là, tu te lis pas du tout avec eux et puis c'est tout et c'est clair. Et, du coup, ça a été un peu un travail interne. J'ai essayé de voir comment ça résonnait avec moi. Et très vite, j'ai changé ma façon de faire en me disant, OK, bah maintenant, je vais juste, avant même de parler boulot, qui fait quoi, etc., je vais juste me dire, est-ce que je tombe quelqu'un avec qui je suis hyper aligné? Je suis aligné en termes de valeur, en termes de vision, en termes d'énergie, même si ça peut paraître un peu perché, ésotérique, etc. Il y a des gens avec qui tu vas connecter relativement facilement sans même forcément parler ou autre. Tu vois, tu sens qu'il y a une alchimie, tu sens que tu es relativement attiré par la personne et énergétiquement, ça match. Euh, Globalement, les gens avec qui je sentais cet alignement-là, c'était des gens avec qui je me disais, eux, je serais super content de passer une soirée avec eux, d'aller dans un bar, boire un coup et en profiter pour tisser du lien, qui me raconte sa vie de famille ou autre et qu'on parle business. Alors que les autres, j'étais là en mode, parle-moi 2 minutes, donne-moi juste l'info que je veux avoir et je pars vite. Tu vois. Et, en fait, dès que je me suis rendu compte de cette chose-là, le schisme, il a été évident dans ma tête. Et du coup, voilà, petit à petit, je me suis dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais liser avec des gens que j'apprécie et des gens avec qui je serais heureux de boire un coup, même si ce n'est pas forcément la personne qui peut m'apporter l'info que je veux. Je sais juste que tu es à, je sais plus, 7, 8, 9 poignées de main de à peu près tout le monde sur la planète. Donc, si tu arrives à tisser des gens avec qui tu es ultra aligné, ces gens-là, ils voudront s'impliquer avec toi. Tu voudras t'impliquer pour eux. Donc, déjà, tu seras dans une relation win-win des deux côtés. Et tu ne seras pas en mode je veux prendre quelque chose de toi, je te traîne de quelque chose, mais j'ai rien à t'apporter. C'est juste que les deux sont super contents de s'apporter, de s'élever et de se pousser. Et, et au-delà de ça, tu sais très bien que cette personne-là, peut-être qu'elle aura quelqu'un dans son réseau où elle pourra te dire, attends, moi je connais pas, mais j'ai un pote qui fait quelque chose qui peut t'aider, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, ça a été vraiment le cas. Et globalement, que ce soit des politiques, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc., très vite, j'ai repris des gens que j'adorais et qui sont presque à la limite du travail et de l'amitié, tu vois. C'est vraiment des gens avec qui tu passes un bon moment globalement. Et ces gens-là, ils se sont mis en quatre des fois pour m'aider sur des problématiques, et vraiment en quatre. Alors que des gens qui normalement auraient été censés le faire ne le faisaient pas nécessairement. Donc du coup, en fait, ça a vraiment été un shift de se dire, OK, au lieu de se dire, tiens, un tel, toi, tu es le patron de je sais pas quoi, il faut absolument que je te parle parce que, de se dire, OK, si ça match trop bien, on va dans la relation. Si ça match pas, je trouve un détour. Et peut-être qu'on retombera sur cette personne-là, mais au moins, ce sera pas faux. Et du coup, on sera beaucoup plus aligné, beaucoup plus à l'aise pour parler, beaucoup plus… je pense que tu dégages une énergie différente aussi quand tu arrives dans une pièce et que tu es content d'être là et que Ça se voit, quoi. tu dégages pas du tout et tu convaincs beaucoup plus les autres. Je suis vraiment content que tu partages ça parce que c'est vrai que voilà, quand tu commences à entreprendre et tout, on entend souvent les méthodes de networking, comment faire
ci, comment faire ça, etc. Alors que bah, voilà, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui partage de cette manière-là, puisqu'au final, je pense que tu as aussi à y gagner, puisque tu vas créer des relations qui sont vraiment sur du long terme. Enfin, c'est ce que tu Des disais, rela- des vraies relations, quoi. Bah, c'est ça, après, enfin, je reviens toujours à une phrase de base qu'on m'a dit, je ne sais pas combien de fois, mais c'est juste que le business, c'est des hommes avant tout, quoi. Donc, Mm. on va de toute façon, il faut Ah, déjà c'est se pour dire ça que les investisseurs investissent sur les têtes et pas sur en soi le business, exactement, quoi. Mm. exactement, c'est des relations humaines. Donc, comment tu veux bâtir des relations humaines de qualité si déjà la motivation de créer une relation à la base, elle est pas saine. Mm. C'est un sens en fait. Et puis après, de façon hyper opérationnelle, de tips, moi, quelque chose qui a très bien fonctionné, encore une fois, je peux le faire parce que j'ai ce truc extraverti de ne pas être trop gêné. Euh, Il y a des gens avec qui ça ne résonnera pas du tout. Et ça, je l'ai testé cette année aux États-Unis et du coup, maintenant, je le fais tout le temps. C'est juste que je vais voir des gens et je m'éclate à leur parler. Je leur envoie un max de vibe parce que c'est le contexte qui fait que. Et je leur dis, bah, hello, je suis Max, je travaille dans ça, je viens de telle industrie. Aujourd'hui, mes problèmes, c'est ça, 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 ça. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui je devrais parler? Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un à qui je peux apporter de la valeur? Et franchement, ça m'a étonné le nombre de personnes qui disaient, bah, moi, j'y connais rien, mais parle à un tel, ou tiens, je te passe le numéro d'un tel, ou je te fais une mise en relation avec un tel, Ouais. parce que lui, il est problématique. Et je me suis retrouvé avec des patrons de très grosses boîtes, des gens très influents, juste parce que j'avais parlé à un inconnu en lui disant, bah, tu fais quoi, toi, et tout. Et bah, moi, je Ouais. cherche ça, tu connais du monde. Et en fait, de fil en aiguille, on m'a introduit à des gens qui étaient top et qui m'ont vachement aidé. Parce que le truc était complètement désintéressé. Tu vois, tu parles avec la personne, tu lui dis ce que tu recherches. Et je pense que on peut parler de loi d'attraction, ça peut être plein, ça peut avoir plein de noms, mais c'est que quand tu, quand tu recherches quelque chose et que tu conscientises la chose que tu recherches, globalement, tu l'attires à toi. Dans tous les cas, les choses, elles vont jamais arriver à toi si tu n'en parles pas. Maintenant, si tu rencontres 500 personnes et qu'à 500 personnes, tu es hyper agréable, hyper souriant, tu leur envoies une bonne énergie, tu lui dis, bah, moi, j'ai tel problème et je cherche ça. Sur les 500 personnes, il y a forcément une personne qui va t'ouvrir la Ouais. porte que tu cherches. Mais il faut faire l'effort de le dire. Il faut être clair sur ce que tu lui demandes aussi. Tu ne peux pas lui demander Ouais. 50 choses. Donc, ça c'est le truc en amont de se dire, OK, bah, moi, mes problématiques, c'est ça, je cherche ça et t'en parles. Et t'en parles pas en disant est-ce que tu peux me faire ça? C'est bah écoute, si tu connais quelqu'un qui peut m'aider, Très ça serait génial. super cool que Mm. tu me fasses. Mm. Et Ouais. ça change un peu le rapport, encore une fois, tu vois, c'est pas tu vas chercher quelque chose, c'est juste bah tu le laisses là, tu le poses et Oui, puis ça tu arrive. plantes des graines et puis au final, C'est une mm, bonne mm. image. Tu Ouais. plantes des graines et qui pousse et qui fait un trop bel arbre. C'est ça. Non, mais je pense après, bah, c'est beaucoup un effet cumulé aussi, parce que si vraiment bah, tu pars dans ce sens-là, à développer des relations sincères sur du long terme, bah, après, ça fait un effet boule de neige, quoi, comme on dit, comme tu disais, hein, on n'est pas très loin de toutes les personnes de la planète, quoi. Donc, Enfin, franchement, on s'en rend peut-être pas compte quand on n'est pas encore dans ce truc mondialisé, etc. Je pense que un des gros problèmes de l'entrepreneuriat, encore plus de l'entrepreneuriat en France, encore plus de l'entrepreneuriat en France on va dire en région, c'est-à-dire tout sauf Paris, c'est qu'on a l'impression d'être un peu dans un microcosme et on rencontre plein de gens qui nous disent non, 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 fais du local, fais du B2B, etc., ouais, etc. Ce qui est bien. Et le problème, c'est qu'on a l'impression d'être dans une bulle et on ne voit pas forcément ce qu'il y a dehors. Et le jour où on sort, on se dit waouh, ok, il y a 10 millions de concurrents que j'avais même jamais trouvé sur Internet, jamais identifié. Il y a 10 millions d'autres façons de faire auxquelles j'avais jamais pensé. Déjà, ça met une bonne claque. Et puis en fin de compte, on se rend compte aussi que bah, tu te retrouves aux États-Unis et tu croises des gens avec qui tu as ouais, travaillé. Ou moi, j'étais en Australie et je croise des gens qui ont fait la même école que j'ai fait. Enfin, c'est des trucs improbables, tu ouais. vois. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. Et du coup, non, faut aussi conscientiser le fait que certes, le monde est grand, certes, il y a énormément de gens, mais à la fois, il est aussi relativement petit et tu peux créer des connexions et trouver des ponts hyper Mm. facilement. Il suffit juste d'être ouvert à ça et de planter les graines, comme tu dis. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok, bah top, top. Mais juste pour rebondir sur c'est vrai que par rapport au CV, je pense que enfin, surtout dans le hardware, parce que c'est vrai que c'est un salon qui est plutôt axé hardware. Ça t'a permis, je pense, de vraiment libérer ton esprit, quoi. Genre voir tout ce qui était possible. Et quand tu rentres, je pense que t'es pas le même, quoi. Ouais, non, clairement, clairement, ça nous a permis de nous rendre compte d'énormément de choses. Ça a permis de remettre les points sur les i sur beaucoup de choses aussi. Euh, mais surtout, ça nous a permis de nous rendre compte à quel point notre vision du business franco-française, elle pouvait avoir des avantages, mais elle pouvait aussi avoir de gros inconvénients dans le sens où tout a tendance à être beaucoup plus long, beaucoup plus lourd, beaucoup plus Mm. inutile.
Et en fait, si tu vas là-bas aux États-Unis avec cette mentalité assez classique française, mais ça ne fonctionne jamais. Parce que tu te retrouves jamais dans le cas de figure où il y a quelqu'un qui te dit waouh, explique-moi ton projet, c'est cool. Tu lui pitches ton projet, il te dit ok, super, on se donne rendez-vous dans un mois et tu me repitches ton projet, mais en mode un peu plus sérieux, on s'écoute vraiment. Bah, ok, bon, bah, ça dure un mois. Et puis un mois après, le gars, il aime bien. Et là, du coup, il te dit bah, écoute, maintenant, il faut qu'on se fasse un projet. Enfin, tu me fais la même chose, mais je te mets mon CTO et mon manager de je sais pas quoi. Et tu nous réexpliques ton projet. Tu vois. Donc, ok, encore un mois après un autre meeting. Et puis, une fois que les gars sont chauds, là, ils nous disent ok, bah, fais-nous parvenir un contrat. Tu leur fais parvenir un contrat. Ils sont jamais d'accord avec ton contrat. Donc, ils te disent ouais, mais alors on va le faire par nos avocats. Ils vont revérifier, ils vont faire des changements. Ça Ouais. prend des mois. Puis, c'est des batailles de machin, de trucs jusqu'au moment où tu es prêt à enfin à signer ton truc. Et puis après, tu as ton paiement qui arrive toujours en retard, je ne sais pas combien de mois après. Et au final, les choses, elles prennent un an. À Ouais. l'inverse, aux États-Unis, on a arrivé, ils ont dit OK, j'adore le produit, pitch-moi. Non, non, je m'en fous de l'histoire, je veux juste savoir ça fait quoi exactement. OK, en 20 secondes. Ça coûte combien? Tu peux en produire combien d'unités? Elles sont disponibles quand? Quelle est la politique de garantie? Ok, super. Il fait ses calculs dans sa tête. Il dit ok, ça m'intéresse. Semaine prochaine, rendez-vous avec mon président, mon machin, truc. On te fait parvenir un contrat. Tes avocats, ils le valident. Si c'est bon, signe la semaine prochaine. C'est Ouais, passé. ouais, tout va plus vite, quoi. Du coup, en fait, c'est une mentalité à avoir parce que franchement, moi, je me suis fait, je me suis fait violenter hein, à tous les niveaux. Enfin, j'étais pas prêt à ça parce que Mm. j'étais prêt à ce truc très chill où tu prends le temps et tu es Ouais, cautionné tout est structuré. différemment. Je dis pas que c'est forcément la meilleure façon de faire, mais Mm. plus que Il y a le fait mm. ailleurs, tu te rends compte d'autres façons de fonctionner et que l'idéal, il est toujours un petit peu au milieu. Mais le problème, c'est que l'idéal, c'est toujours aussi ce qui résonne le mieux avec toi. Et avant de savoir ce qui résonne avec toi, il faut que tu sois confronté à cette chose-là. Ouais. Donc, la même chose aussi, c'est de s'enrichir d'autres choses, d'autres cultures et d'autres façons de faire du business. Et quand je vivais aux Pays-Bas, à Amsterdam, ils ne faisaient pas du tout du business de la même façon qu'en France parce que c'est une terre d'échange, etc. Aux États-Unis, c'était différent. En Australie, c'était différent. Et même si on n'a pas nécessairement la possibilité de travailler à l'étranger ou de s'y rendre, on a quand même, aujourd'hui, on a du digital partout, on a le moyen de s'exposer à ça. Mm. Et, et puis, dans tous les cas, le truc classique de développement personnel, la personne que tu es, c'est la somme des livres que tu lis, des personnes qui sont autour de toi, etc. La façon de faire du business que tu es aussi va dépendre de façon très importante des mentors que tu as à tes côtés, Ouais. qui t'enseignent, qui te coachent, etc. Et puis des bouquins que tu lis et des façons de travailler auxquelles tu t'exposes. Donc il y a aussi cette partie vraiment de se dire, OK, comment on fait ailleurs quoi, et de trouver du mentoring, que ce soit des personnes, des bouquins, des articles. Le fait de s'exposer à ça, tu te rends compte des fois qu'il y a d'autres façons de faire et qui sont ultra enrichissantes et qu'il y en a une Ouais. qui peut résonner avec toi à un moment donné du temps. Parce que Ouais, l'environnement est capital, quoi. Ça, c'est Non, c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup hein, pour tout ce partage. Hein. C'était très intéressant. Du coup, pour finir, je sais pas si tu as quelque chose voilà, qu'il faudrait retenir ou un conseil que tu pourrais donner à des gens bah, qui nous écoutent là, qui nous écouteront la semaine prochaine sur YouTube, euh, qui souhaitent entreprendre dans du hardware ou bah, sur une manière de vision de voir les choses. Parce que t'en as partagé pas mal quand même. ouais, enfin, conseil, je sais pas, parce qu'après, j'ai pas la légitimité de pouvoir dire à quelqu'un fait ci, fait ça, mais en tout cas, de mon expérience et de ce qui a fonctionné avec moi, bah, le premier truc, c'est de se poser vraiment la question de où est-ce qu'on veut aller, parce qu'une fois qu'on sait vraiment où on veut aller, et ça, je parle dans le Mm. boulot, dans la vie, hein. Une fois qu'on sait plus ou moins quelle est sa mission de vie ou quelle est sa mission en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qui est important pour nous, euh, les choses, elles deviennent beaucoup plus simples. Elles deviennent vraiment beaucoup plus simples et se lever le matin, ça devient vraiment un plaisir au lieu d'être juste se dire ah ouais mais moi je veux monter un projet parce que c'est sexy en ce moment l'entrepreneuriat, ouais je suis entrepreneur, hashtag entrepreneur sur Instagram, on a 250 likes, je veux dire, c'est bien, mais au bout de 3 mois, 6 mois, quand les choses elles sont compliquées, quand tu sais pas si tu vas manger des pâtes ou si tu vas pouvoir offrir un resto à ta chérie parce que tu es en galère, Mm. ça commence à devenir compliqué si tu n'as pas ce drive de dire non, mais il y a quelque chose qui m'anime un peu plus que ça derrière. Donc, toujours se reposer cette histoire de vision parce qu'elle est fondamentale, je pense, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que projet. Et le deuxième truc, bah, franchement, moi, c'est le réseau. Je pense que ça résonne peut-être plus avec moi parce que ça m'aide beaucoup. Mais réseau, quand je dis réseau, c'est vraiment s'entourer. Donc, s'entourer de personnes qui peuvent être facilitateurs dans l'écosystème.
comme s'entourer d'entrepreneurs ou de personnes qui t'ouvrent un peu ton esprit parce que bah, tu as aussi tes limitations ou autres et qu'il y a plein de gens qui sont avides de te donner des conseils. Et moi, j'ai toujours eu la peur d'aller demander aux gens, oui, s'il te plaît, Mm. j'étais là en mode, oui, petit Max, je vais déranger les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de me parler à moi, je suis personne, lui, c'est le grand patron de machin. Et en fait, non, il y a des gens, ils ont eu une expérience folle, ils connaissent énormément de monde, énormément de choses, et ils sont trop contents de partager parce que, bah, en tant que grand patron de je sais pas quelle boîte, il n'est plus forcément dans ce brouhaha, ce tambour entrepreneurial qui est hyper compliqué, mais aussi hyper, enfin, qui est hyper gratifiant, quoi. Ouais, Généralement, ils aiment bien se remettre un peu Mm. les mains dans le cambouis avec toi et dire, bah, c'est quoi tes Ah, mais problématiques, je vais t'aider. c'est vrai, hein, c'est vrai, parce que c'est vrai que enfin, moi, j'avais ce petit truc, cette peur, on va dire, d'aller demander à des gros patrons de boîte ou des gens à succès. Et au final, c'est eux souvent qui sont même le plus avides enfin, quand ils peuvent avoir le temps, mais même ils se le libèrent souvent pour vraiment te conseiller, etc. Donc, Ah, c'est vrai bah, que c'est un peu, le partage d'expérience est génial, ouais, quoi. c'est un peu le complexe de l'imposteur, je pense qu'il vient se mêler là-dedans. Et puis, dans un sens, c'est une bonne chose parce que ça montre que tu es quelqu'un qui a quand même peu d'ego ou autre. Et après, ouais, franchement, je pense que c'est les deux points les plus importants parce que Qu'il faut retenir. Mm. ça revient peut-être à une dernière chose, et ce serait peut-être le dernier conseil, c'est juste se dire qu'on a toujours quelque chose à apporter aux gens. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte tard. Mais avant, j'avais vraiment ce truc de se dire, mais pourquoi j'irais parler à cette personne? Elle n'a rien à faire de moi. Enfin, le gars, il est un tel. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de Max, de Ossol? Enfin, franchement, en fait, non. Parce que même si on n'a pas forcément les compétences à leur apporter ou l'argent ou autre, il y a toujours un partage d'expérience. Il y a toujours la folie de l'entrepreneur jeune, etc. Et en fait, ça leur apporte beaucoup et ils s'enrichissent tout autant. Et généralement, si on va les voir dans cette dynamique de se dire, je ne suis pas en dessous de toi, mais je suis à égal avec toi parce que je peux t'apporter et tu peux m'apporter, déjà, le rapport change parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport de force. Mais en plus, c'est beaucoup plus gratifiant et c'est là que ça ouvre des portes en fait. Donc, juste se dire, bah, j'ai tout autant emporté que la personne en face et si elle ne veut pas me parler, bah, tant pis pour moi, mais Ouais, tant pis ok, pour elle aussi, ok. quoi. Ouais. Merci beaucoup, Max. Du coup, juste, ouais, on a un peu débordé niveau temps, mais bon, c'était super intéressant. Donc, je pense que juste s'il y a des personnes, donc, pendant ce temps que je parle, si jamais il y a des questions, mettez-les, mais je pense. All day, all day.